Internet a accablé notre cerveau. On est habitué à être submergé de messages, de notifications, des tweets, des vidéos, des jeux, des TikTok, des contenus de plus en plus courts, des tendances qui vont de plus en plus vite, et des sujets qui sont souvent sans aucun rapport, sinon qu'un algorithme a décidé que ça allait capter votre attention. Et vous voyez, on navigue de page en page, de tweet en tweet, de vidéo en vidéo. On a envie de se sentir connecté, d'avoir des likes, des commentaires. On a l'impression d'être au courant de tout, mais c'est une illusion. Notre cerveau a une limite. On est incapable d'assimiler vraiment toutes les infos. On réfléchit de moins en moins et on devient plus impulsif. Et il y a un prix à payer pour ça, c'est votre concentration. Résultat aujourd'hui, si une vidéo fait plus de 5 minutes sur YouTube, si quelqu'un ose de faire un tweet de plus de 260 caractères, les gens vont se plaindre. Vous comprenez, il n'y a pas assez de stimulation. Ouais, alors c'est un peu foutu pour mes vidéos de 45 minutes et plus, mais tant pis. Donc ma question à vous, c'est est-ce que vous arrivez encore à vous concentrer? Est-ce que vous arrivez encore à lire un livre en entier? Pas juste une ou deux pages, hein, ou est-ce que vous commencez à regarder ailleurs, à aller regarder votre téléphone, vos notifications? Est-ce qu'il vous faut forcer en fait pour revenir sur les livres? Si oui, vous n'êtes pas seul, j'ai ça, on est nombreux à avoir ça aussi, à ne plus arriver à se concentrer, se focaliser, mais je crois qu'on est trop distrait pour le remarquer. Il y a au moins un groupe qui l'a remarqué, et ce sont les profs, ouais, les enseignants. Ils commencent à parler du fait que la génération Z est incapable de se concentrer en classe. Ouais, vous avez une petite vidéo là, il y a cette femme qui dit, voilà, il se passe quelque chose avec ses enfants, et c'est pas la même chose que les générations précédentes. Là, vous avez un autre exemple d'un prof qui teste la méthode TikTok de mettre une vidéo d'un jeu à côté du tableau pour que les élèves daignent faire attention. Ouais, il se passe quelque chose. Et il y avait aussi un professeur de Harvard qui disait qu'il n'arrive même plus à faire lire des livres à ses élèves, même des livres courts, et qui finit par leur donner des podcasts ou des résumés des vidéos YouTube à la place. Et ça, c'est Harvard, section littérature, vous me suivez? Alors vous imaginez les autres Là, je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à un point où les gens vont plus être capables de lire des longs textes, de plus avoir de capacité de concentration de plus de 2 minutes. Je crois que ça a déjà commencé et je crois que nous sommes en voie d'extinction, vous voyez. Alors, si vous ne me croyez pas, j'ai l'habitude, vous n'avez pas vu comment les gens ont changé en 15-20 ans, que les gens sont comme des zombies dans le métro, dans la rue, n'importe où, sur leur vélo, dans leur voiture, à fixer leur écran, que le niveau de mémoire, de raisonnement général a l'air d'avoir diminué. Poser une question, les gens sortent leur téléphone pour demander à Google ou ChatGPT, ou regardez juste les émissions de télévision, regardez le niveau, là je vous mets un bout. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? La Lune, le Soleil, Mars, Vénus. Alors, je vais faire appel au public. D'accord, public à votre télécommande, s'il vous plaît. Pour aider Henri à répondre à cette question, si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. « 56% pensent que le Soleil gravite autour de la Terre. » Ouais, c'est pas une blague. Ça s'est vraiment passé. Ouais, donc... Mais je pense que c'est pas juste un problème de nouvelle génération, c'est pas juste un problème à cause du Covid. Il s'est passé un truc, c'est plus profond que ça. Et la théorie, c'est quoi? C'est que Internet est en train de recabler notre cerveau, que c'est en train de détruire notre capacité d'attention, notre mémoire et notre pensée. Il y a un livre qui en parle, qui s'appelle The Shallows de Nicolas Carr, ça veut dire les bas-fonds, et aussi Stolen Focus de Johann Hari, et je voulais en parler aujourd'hui. Et leur message, c'est quoi? C'est qu'en échange de la facilité, la richesse d'Internet, on est en train de perdre quelque chose. Et c'est notre ancien mode de pensée, le mode de pensée qu'on avait hérité de la lecture, un mode linéaire, calme, focalisé, sans distraction. Et ça, c'est en train d'être détruit et d'être remplacé par ce nouveau mode où on absorbe de l'information par à-coup, de manière rapide, comme on surfe sur le net. Et c'est drôle parce que il s'est passé à peu près la même chose dans les années 60, à peu près le même débat. Mais là, avec l'arrivée de la télévision, il y avait des gens qui se demandaient si la télé allait rendre les gens idiots, et les autres disaient non, ça allait démocratiser la culture. Et c'était déjà une bataille à l'époque. Et il y a un philosophe qui s'appelait Marshall McLuhan, qui disait un truc intéressant, un petit peu au-dessus de la mêlée. Et il disait, le média est le message. Ça veut dire quoi? Alors quand je parle de médias ici, comprenez-le au sens très large. Hein. C'est pas juste les chaînes d'infos ou les journaux
comme BFM, ils parlent de médias, de tout ce qui transporte de l'information. Donc ça peut être la télévision, les journaux, Internet, mais aussi la radio et même la lumière. Quand vous y pensez, la lumière, c'est un médium parce qu'elle transporte de l'info. Ça permet, par exemple, à un chirurgien d'opérer quelqu'un dans une pièce sans fenêtre. Mais bon, je digresse. Le média et le message, ça veut dire quoi? McLuhan disait que l'esprit linéaire allait se dissoudre avec les médias électriques, comme la radio et la télé. Oui, je sais, c'est spécial, mais restez avec moi, je vous explique. Il disait que la télévision allait changer, allait transformer la manière dont nous voyons le monde, mais que le changement allait être tellement profond qu'on ne pourrait pas voir la différence. Parce que face à une nouvelle technologie, nous sommes aveugles et sourds au changement. Ça veut dire qu'on est séduit par le contenu et on ne voit pas l'effet que le média a sur nous. Vous voyez les infos du journal, la musique à la radio, les films à la télé, c'est le contenu. Vous ne voyez pas la technologie qui est derrière. En fait, le média vous change et vous ne le sentez pas. Parce que chaque média a un message qui est enfoui. Un message qui est une sorte de manière de voir le monde. C'est quelque chose qui vous guide pour voir le monde sous leur prisme. C'est comme si vous mettiez des lunettes roses. Je vous donne un exemple pour lire un livre. Par exemple, vous allez vous poser en silence pour pouvoir vous concentrer. Quand vous écoutez la radio, vous devez vous mettre dans un endroit où vous pouvez au minimum l'entendre, donc pas trop bruyant. Et quand vous regardez la télé, c'est plutôt un monde d'images, un monde qui bouge très vite. Il n'y a jamais de blanc à la télévision. Vous comprenez, un blanc, c'est un truc horrible parce que le téléspectateur, il pourrait zapper ou bien il pourrait se mettre à réfléchir. Il ne faut surtout pas que ça arrive, vous voyez. Et il y a la même chose sur Internet. Twitter, le message, c'est l'info doit être rapide, elle doit être courte, on est d'accord ou pas, on like, on retweet, ou bien on dit qu'on n'est pas d'accord. Ça veut dire quelque part qu'il ne faut pas trop se focaliser. Dans les conversations, à la fin, ça devient du ping-pong et on finit par se disputer. Mais c'est voulu, en fait. On veut des réactions rapides. Pour Facebook, le message, c'est quoi? C'est qu'il faut montrer sa vie, il faut montrer ses vacances, sa famille, à des amis qui sont juste des gens qui vous suivent et qui like ce que vous postez. Pour Instagram, le message, c'est qu'il faut être la plus belle possible, de préférence avec un filtre et de la chirurgie esthétique ou je sais pas trop quoi, des injections. Sur TikTok, c'est qu'il faut faire des vidéos ultra courtes ou alors des petites danses. Voilà, je caricature un peu, mais vous comprenez l'idée. En fait, chacune de ces plateformes a un message sous-jacent qui communique une manière de voir le monde. Et si vous répétez ça tous les jours, les médias vous encouragent à voir le monde sous leur prisme, à leur manière. Et c'est ça le piège. Vous voyez pas ce message qui est derrière, vous voyez que le contenu, et c'est comme ça qu'on voit pas qu'Internet nous a changé. On croyait que quand on arrivait à l'âge adulte, que notre cerveau était fixe, que pendant l'enfance, nos neurones se connectaient entre eux, se développaient, et puis qu'à l'âge adulte, ça serait fixé, qu'il y aurait peut-être juste la mémoire, mais que le reste, ça bougeait plus. Mais des biologistes et des psychologues, par exemple Merzenich, ont montré que le cerveau était en fait plastique. Quand vous faites une tâche, ou quand vous ressentez une sensation, des neurones sont activés dans votre cerveau. Quand vous répétez cette expérience, les liens entre les neurones, qu'on appelle des synapses, vont devenir plus forts et des nouvelles connexions se forment. Bon, je sais que c'est plus compliqué dans le détail, mais je simplifie pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos pensées, vos actions influencent physiquement, en fait, votre cerveau. Si vous répétez une tâche, si vous développez de nouvelles capacités, par exemple, je sais pas, vous allez apprendre le piano, vous allez renforcer les connexions physiques entre vos neurones. Et à force de pratiquer, vous allez devenir meilleur. Autrement dit, en fait, on devient ce qu'on pratique régulièrement. Mais il y a aussi un aspect négatif à ça. Si vous arrêtez de faire quelque chose, une activité, les capacités que vous délaissez vont se perdre. Donc si j'ai fait du piano pendant 12 ans, mais que j'ai arrêté depuis, si vous me demandez là de jouer un petit concerto de Mendelssohn, je vais avoir un peu de mal. Donc si vous faites des activités où vous n'avez pas besoin de vous concentrer, si vous faites des activités où vous pouvez être distrait, vous allez devenir plus distrait aussi. Et c'est justement là que c'est embêtant parce que l'état naturel de notre cerveau, c'est d'être distrait. Nos sens sont branchés sur les changements. Il y avait cette étude de 2004 dans Current Biology qui montrait que notre cerveau opérait sur des données de sensations rapides et involontaires. Ce qui attire le plus notre attention, c'est quand il y a un petit changement dans ce qui nous entoure. Les objets statiques autour de vous font partie de la scène et vous ne voyez plus trop. Mais dès que quelque chose bouge, nous allons le remarquer parce que ça peut être un danger. C'est pratiquement un mécanisme de survie. On retrouve ça chez les autres mammifères. Nos sens sont branchés sur...
les petits changements et poser notre attention sur un seul objet, comme lire un livre par exemple. C'est un processus de pensée presque non naturel, parce que pour lire, vous devez l'apprendre, vous devez développer les neurones pour pouvoir reconnaître les lettres, déchiffrer les mots en quelques millisecondes. Pour lire, vous devez entraîner votre cerveau à ignorer tout ce qui se passe autour de vous, à résister, de laisser votre focus glisser vers d'autres sensations, et c'est pas une discipline mentale facile à développer. Et quand vous regardez maintenant les statistiques, vous voyez les chiffres de perte de la lecture, là, entre 2004 et 2017, il y a une baisse de 30 à 40% de gens qui lisent, 57% d'Américains lisent pas un seul livre sur l'année, bon ça règle la question. En 2017, ils voyaient que l'Américain moyen passait en moyenne 17 minutes par jour à lire un livre, et 5,4 heures sur son téléphone. Ouais. Vous avez la même tendance partout, en Angleterre, en France, dans plein d'autres pays. Le marché des romans, des livres, tout ça est en train de descendre. Et vous allez me dire, en quoi c'est un problème ? C'est juste que les 400 dernières années de notre civilisation, la science, les arts, la société étaient tous basés sur l'esprit littéraire. Alors il va se passer quoi ? Vous me direz alors, oui, mais Momochi, mais Internet c'est juste un outil, il faut bien s'en servir, ouais. Ça me fait toujours penser à ce débat entre des philosophes et historiens sur l'influence de la technologie sur la civilisation. Il y a une vision instrumentaliste qui dit que les outils technologiques sont neutres, qu'on a un contrôle total sur eux, qu'un objet complètement neutre, il ne peut rien influer. Et il y a une autre vue, une vue techno-déterministe, qui dit que le progrès technologique est une sorte de force autonome en dehors du contrôle des humains. Et une des visions les plus extrêmes, c'était que les humains seraient peut-être là pour produire des outils et féconder les machines, comme les abeilles qui fécondent des plantes jusqu'à ce que les machines puissent se reproduire elles-mêmes. Ouais, vous voyez, tout ça, les hommes qui alimentent les machines. Ouais, je sais que c'est un peu délirant comme théorie, mais il y avait même un tweet là, de Elon Musk qui avait été cité par ADNM, qui avait dit quelque chose un peu dans ce sens-là, que les humains sont le fuel pour alimenter la super intelligence. Et c'est un petit peu cette vision techno-déterministe, mais bon, je digresse. Je vous parlais donc des outils. C'est quoi le problème d'un outil ? Le problème, c'est qu'un outil, même simple, ça influence votre cerveau. Un outil, c'est jamais juste un outil. Si vous regardez l'histoire, l'introduction d'un outil peut carrément transformer une civilisation. Je vais vous expliquer. La roue, machine à vapeur, ça vous parle. Notre cerveau est très bon pour intégrer les outils à ses propres sens. Prenez un artisan avec un marteau. Il va le manier comme si c'était son propre corps. Et quand vous mettez des lunettes qui sont à votre vue, c'est comme si vous aviez de nouveaux yeux. Notre cerveau est très bon pour ça, intégrer des outils à notre corps. Donc plus on va utiliser un outil, plus il va vous former à lui. Et McLuhan disait que nous devenons l'extension de nos technologies. L'outil devient l'extension de notre main, et c'est une des spécificités de l'être humain d'ailleurs. Et il y a des outils physiques, comme le marteau, mais il y a aussi des outils intellectuels, et ça c'est un terme de Daniel Bell. C'est quoi ? C'est tous les outils qu'on utilise pour étendre vos capacités mentales. Par exemple une calculatrice, un livre ou Internet, ce sont des technologies intellectuelles. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que si un outil physique peut changer une civilisation, vous imaginez comment un outil intellectuel peut changer aussi une civilisation ? Non, je vous raconte. Prenez la carte routière, une innocente carte routière. Ouais, rappelez-vous, avant l'appli Waze, avant Google Maps, avant tout ça. Au début, on traçait des lignes dans la terre, puis on a créé les cartes en papier, puis elles sont devenues plus réalistes. On a commencé à rajouter plus de détails, le terrain, les villes, les routes, tout ça. Et puis, on a eu l'idée d'utiliser la carte pour représenter autre chose. Autre chose, c'est quoi ? Par exemple, vous pouvez élaborer une attaque ou faire un plan de bataille. La carte a apporté l'idée de faire des stratégies. Et ça a amené la société à penser différemment, de manière abstraite. Et ça, c'est une révolution de manière de penser. Aujourd'hui, on utilise la carte, par exemple, pour la diffusion d'une épidémie, ça vous parle. C'est comme ça que c'est devenu une extension de votre esprit, vous me suivez ? Si je prends un autre exemple d'outil, vous prenez l'horloge, vous me direz, ça fait que montrer l'heure. Avant, nos sociétés fonctionnaient plutôt sur la nature, sur le soleil, la lune, les rythmes pour l'agriculture. Si on regarde au Moyen-Âge,
les moines avaient commencé à développer les premières horloges pour se rapprocher de Dieu, parce qu'ils voulaient prier plusieurs fois par jour. Donc on a créé ces horloges et elles sont apparues sur les clochers progressivement. Et ça s'est diffusé et les gens ont alors commencé à découper leur vie sur ces cloches d'église. Ça a défini comment les gens travaillaient, l'ouverture des marchés, les écoles. On a défini nos journées sur l'heure. Puis un jour, quelqu'un a eu l'idée d'aligner les horloges pour que toutes les villes aient exactement la même heure. Puis les horloges se sont miniaturisées, et puis on avait ça dans la poche, et puis à votre poignet. On se rappelle d'être à temps, de ne pas perdre de temps, et ça a influencé notre culture, ça a formé le concept aussi de rouage, de la chaîne de cause à effet. On a même changé la vision du corps, on commençait à penser au corps comme une horloge. Et aussi le fait de penser en termes d'heures, de demi-heures, ça a fait penser de manière plus abstraite, et ça a coïncidé avec la redécouverte de l'esprit scientifique, aussi les mathématiques. Donc la carte et l'horloge, de simples outils, ont complètement changé la société, et ça a propulsé, ça a guidé des avancées technologiques bien plus loin que ce qu'on avait prévu. Vous voyez le concept. Et si je prends un dernier exemple d'outils, si vous prenez le livre, vous avez déjà vu des livres anciens, par exemple en grec ou en latin classique, toutes les lettres étaient collées. Il n'y avait pas de ponctuation ou d'espace entre les lettres. C'était carrément illisible, il fallait presque deviner les mots entre eux. Ouais. On appelait ça scriptura continua. Mais à l'époque, ça ne dérangeait pas parce que les livres étaient plutôt écrits pour noter des transactions, des déclarations. Et comme la parole est continue, personne n'avait vraiment pensé à séparer les mots à l'écrit. Et c'était pas facile. Souvent, c'était une personne dédiée qui lisait pour une audience. Et puis, vers le XIIIe siècle, les scribes ont commencé à mettre des espaces entre les mots. Et la conséquence imprévue de ça, ça a rendu la lecture plus facile. Ouais, ça a enlevé l'effort cognitif de devoir déchiffrer le texte, et ça a permis à plus de gens de pouvoir lire plus facilement, plus rapidement, avec une plus grande compréhension. Et ça, cette expérience-là a commencé à changer la société. Avant, le moyen central de définir la vérité, c'était la religion, la Bible, et les livres ont commencé à proposer d'autres sujets, et les lecteurs comparaient leur pensée à la pensée des autres, et l'esprit littéraire est passé des moines aux universitaires, à l'esprit général. Il y a une culture qui a commencé à se développer autour de la pratique de lire des livres en silence, et cette culture a commencé à changer l'éducation, l'école, la tradition orale des cours est allée aussi vers l'étude dans les bibliothèques. Ça a eu comme conséquence aussi la montée de la méthode scientifique et l'individualisme. Le monde a été carrément refait. C'était pas exactement le plan prévu quand on a inventé les livres, mais ça a créé un nouvel esprit, une nouvelle pensée. On peut appeler ça l'esprit typographique ou l'esprit littéraire. Et aujourd'hui, avec la télévision, avec Internet, cet esprit est en train de disparaître. Ouais, avec l'ère du show business, la télévision, vous avez tous vu maintenant comment le discours s'est appauvri, il est devenu presque absurde, on a oublié la complexité, la réflexion. Et vous avez Neil Postman qui en parle très bien dans Se distraire à en mourir, sur l'esprit typographique. Il dit que dans une civilisation qui est dominée par le livre, les discours étaient cohérents, étaient sérieux, étaient rationnels, et on encourageait les discours publics qui étaient logiquement ordonnés et cohérents à des faits. Ils étaient super longs aussi, mais au moins on refusait les incohérences. Maintenant, quand vous regardez la télé, est-ce que vous êtes surpris de voir l'incohérence totale des politiques à la télé, ou des gens qui acceptent des mesures absurdes, genre boire votre café assis? Ouais, ça pose problème que si vous avez un esprit qui cherche de la cohérence. Un autre truc qui est intéressant, c'est que Internet a complètement remplacé les autres technologies intellectuelles de manière ultra accélérée. Vous voyez l'évolution, Internet a remplacé l'imprimerie, les journaux, les livres avec les pages web, d'ailleurs rien que l'utilisation du mot page. Puis vous avez l'email qui est arrivé, qui a rendu les lettres écrites pratiquement obsolètes, et puis on a commencé à remplacer les images, les programmes de dessin, les créations d'animation, et puis après les photos numériques, et puis après on a remplacé les disques, les cassettes, les radios avec le MP3, pareil avec les caméscopes, avec les vidéos, voilà, tout a fini par être numérisé, les mots, les images, le son, tout ça a fini dans votre téléphone ou votre PC, et aujourd'hui, Internet, c'est devenu notre média universel, en fait. C'est notre machine à écrire, c'est notre imprimerie, c'est notre carte, notre horloge, notre calculatrice, notre téléphone, notre radio, notre télévision, bientôt votre meilleur ami ou votre femme. Non, j'exagère presque pas, écoutez la fin. On a changé des centaines d'années de notre culture, et notre culture n'a pas eu le temps de s'adapter vraiment à ces changements-là. On n'a pas eu le temps de voir l'effet
que la numérisation a en fait sur notre civilisation. Et maintenant, Internet change même la manière de fonctionner des gens. Ouais. Ils expérimentent le monde à travers les écrans, ils deviennent habitués à interagir plus avec des écrans qu'avec des personnes. Donc si vous vous demandez pourquoi les jeunes générations sont tellement différentes que nous, c'est pas une évolution naturelle, hein, ça s'explique totalement par les écrans. Ils sont plus influencés par les écrans, les réseaux sociaux et TikTok que par l'éducation de leurs parents. Ouais, quand vous vous rappelez les années 80, parfois, nous on n'avait rien à la télévision, on sortait jouer dehors. La génération X a grandi avec Internet, avec une connexion pourrie à 28 bauds, avec un modem et un écran énorme posé chez vous, vous pouviez pas vous promener avec. Les millennials, ça allait relativement bien, ils avaient Internet, mais leur téléphone, c'était plutôt des téléphones, des petits portables. Par contre, la génération Z est née avec un iPad dans les mains. C'est pratiquement leur babysitter. Quand ils pleurent, les parents leur mettent un smartphone dans les mains, et puis c'est leur source de maintenant de communication avec leurs amis, source d'infos, de films, de distraction, ça centralise tout. Donc pourquoi en 2025 se fatiguer à sortir, se promener ou aller jouer au foot ou parler à votre famille, puisqu'il y a toujours quelque chose d'intéressant sur votre écran, sur le net, ouais. Et ça, c'est la direction vers laquelle on nous envoie. On prépare les gens à interagir plus avec des écrans et des machines qu'avec des humains. On nous isole de plus en plus. Et bientôt, ce sera aussi avec l'IA. J'en parlerai après. Ouais. Donc, jeune génération, vous êtes la cible. Je sais pas si vous êtes encore là de m'écouter, par contre. Bref, mais je digresse. Ce que je voulais dire, c'est qu'Internet a remplacé tous nos médias, mais bizarrement, le livre a quand même bien résisté, ouais. On voit plus trop de vidéothèques, de disquaires non plus. Enfin, les vidéothèques, ça a été remplacé par Netflix, et disquaires par MP3, même s'il en reste encore, mais il reste encore pas mal de librairies. On nous a vendu pendant des années le livre numérique, les liseuses, vous voyez, genre Kindle, en disant que ça allait remplacer les livres papier, les rendre obsolètes. Mais il reste encore pas mal de librairies. Ouais, le livre résiste parce que il y a quand même quelques avantages sur l'ordi. Vous pouvez laisser un livre sur votre plage, vous pouvez lire dans votre bain, vous devez pas le recharger. Et puis vous avez aussi une meilleure expérience sensorielle, vous pouvez voir où vous en êtes dans le livre, vous pouvez prendre des notes, vous n'avez pas de fatigue des yeux. Alors, on nous disait que voilà, que les tablettes allaient remplacer les livres et que ça allait nous rendre notre capacité de concentration. Et on s'est dit que c'était une bonne idée, ouais, pourquoi pas, après tout c'est comme un livre. En fait non. Le problème des livres numériques, c'est qu'ils sont sur un écran. Et vous vous rappelez McLuhan, le média et le message. Si vous changez un médium, vous changez le contenu, vous n'avez pas le même degré d'attention. Il y a un concept expliqué par une prof en Norvège qui s'appelle Anne Magen, que lire un écran, ça vous entraîne à lire différemment. Vous coupez, vous sautez d'un sujet à l'autre, vous passez le regard rapidement sur l'info au lieu de lire linéairement comme dans un livre. Et ça influence votre manière de lire les livres après, parce que ça devient votre comportement par défaut. La lecture sur l'écran contamine la lecture sur un livre, vous me suivez? Et on n'en parle pas, mais ce phénomène s'appelle le screen inferiority. Et c'est pas pour rien que la Suède a décidé de retirer les écrans de ses programmes scolaires. Il y a des dizaines d'études de psychologues, de neurologues, de designers web et des éducateurs, et ils vont tous dans la même direction, que quand vous allez sur Internet, quand vous surfez sur le web, vous entrez dans un environnement qui vous pousse à lire en diagonale, à penser de manière pressée et distraite et à apprendre de manière complètement superficielle. Premier exemple, le eye tracking, c'était une étude de 2006, ils voulaient observer comment les internautes lisent les pages web. Normalement, avec un livre, vous lisez ligne par ligne pour suivre le texte. Et ils ont vu que sur le net, c'était différent. Les gens regardent les 2-3 premières lignes et puis ils passent beaucoup plus en diagonale sur les pages. Vous avez le même résultat dans cette étude de 2007. Là, c'était une équipe allemande de webmasters. Apparemment, la moyenne sur une page web, c'est 10 secondes. Ouais. Comment est-ce que les internautes lisent sur le net? Conclusion, ils lisent pas. Un autre exemple, c'est sur les hyperliens. On nous a vendu pendant des années que les textes enrichis avec des hyperliens, ça donnerait une expérience plus riche de la lecture. Mais les liens d'une page web, en fait, ça altère votre expérience. Au lieu de dédier votre attention à un seul texte, les liens vous encouragent à sauter
de texte en texte et d'aller sur une autre page à chaque fois. Il vous indique pas juste des documents, en fait, il vous y propulse. C'est complètement différent que des petites notes en bas de page, en fait. Et il y a plein d'études sur le sujet. Là, il y avait une étude canadienne en 2001 qui avait demandé à un groupe de volontaires de lire un texte normal et l'autre groupe de lire le même texte, mais cette fois avec des hyperliens. Et ben, devinez quoi, dans le groupe avec les hyperliens, 75% des gens avaient du mal à suivre le texte contre seulement 10%. Là, vous avez en 2005, quelqu'un a fait une revue de 38 études sur l'attention et la lecture de textes avec des hyperliens. Conclusion, les textes avec les hyperliens causent une charge mentale, un cognitive load, qui diminue la compréhension. Là, une autre étude en 99, ils voulaient mesurer l'influence du nombre de liens hypertextes sur la compréhension. La conclusion, c'est quoi? Plus vous avez d'hyperliens dans un texte, moins la compréhension du texte est bonne. Alors, vous me suivez? À chaque fois que vous voyez un lien, votre cerveau doit faire une pause, et en fait, il doit rediriger les ressources mentales qui étaient pour la lecture, la compréhension, à devoir décider quoi faire. Et ça nous ramène à l'époque de la scriptura continua. Vous vous rappelez? Où le fait de lire, c'était un acte difficile cognitivement parce que vous deviez vous arrêter à chaque fois et réfléchir à ce que ça voulait dire. Les hyperliens sont la même chose. Quand vous surfez chaque jour, vous avez tendance à répéter les mêmes actions encore et encore. Vous tapez sur le clavier, vous cliquez, vous scrollez, vous swipez et le net répond à ça et il vous donne des sensations en retour, des images, des sons, des bips pour un nouvel email ou un point rouge pour une notification. Le net engage vos sens. Le net donne exactement le genre de stimulation cognitive et sensorielle qui est répétitive, intensive, addictive, qui crée des altérations dans votre cerveau. Et ça vous donne un renforcement positif. En termes ça veut dire qu'il encourage la répétition d'actions mentales et physiques. Si vous cliquez sur un lien, vous avez quelque chose de nouveau à lire. Pareil pour Twitter, voilà, ou Instagram ou n'importe quoi. Vous postez quelque chose et puis vous recevez des cœurs, des commentaires ou des insultes si on vous traite d'opposition contrôlée, par exemple. Voilà, mais c'est interactif, mon message, c'est que le net nous donne des outils pour trouver de l'info, mais comme c'est bidirectionnel et qu'on a une réponse à ça, ça nous transforme un petit peu aussi en rat de laboratoire qui pousse un levier ou un bouton pour avoir sa petite graine de nourriture intellectuelle, vous me suivez? Et ça commande notre attention beaucoup plus que tous les autres médias, que la télévision, les journaux, parce que c'est bidirectionnel. Regardez, quelqu'un qui vient de faire une recherche sur ChatGPT ou un ado qui regarde ses nouveaux messages, c'est des gens qui sont consumés par le média. Le net capture complètement votre attention et le monde réel recule pendant que vous recevez tous ces petits stimuli. Bon, voilà, donc je peux vous lire des dizaines et des dizaines d'études, mais à la fin, je sais pas si est-ce que ça va changer votre avis. Le problème, c'est que on accepte toutes les interruptions d'internet parce qu'on veut être interrompu, on aime être connecté, et tout qui vient à nous, on est habitué à recevoir toutes nos petites notifications, notre petite dose de dopamine, nos likes, nos commentaires, et ça, les GAFAM l'ont très bien compris. Je vous avais déjà parlé de Skinner, ce psychologue américain, ouais, du courant behavioriste dans mon émission sur Internet of Things, là. Et c'était même une célébrité à l'époque, ce psychologue. Il avait même fait la couverture du Time et il avait découvert qu'on pouvait prendre un animal et contrôler son attention pour lui faire avoir certains comportements. Par exemple, il prenait un pigeon, il le mettait dans une cage et il attendait qu'il ait faim. Et bon, les pigeons bougent beaucoup, alors il avait choisi un mouvement particulier. Par exemple, quand il bougeait son aile, et à ce moment-là, il lui délivrait des graines. Et puis, il attendait et refaisait la même chose. Et à la longue, le pigeon finissait par apprendre que s'il voulait manger, il devait refaire le mouvement et bouger son aile gauche. Et résultat des courses, le pigeon allait faire ce mouvement à répétition de manière presque obsessive. Et Skinner a poussé ce concept très loin. Il avait testé plein d'autres animaux pour pouvoir jusqu'où il pouvait aller. Apparemment, il avait appris un pigeon à jouer au ping-pong ou un lapin à ramasser des pièces et les mettre dans une boîte. Ouais, si vous les récompensez, c'était possible. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que Skinner était convaincu qu'on pouvait aussi contrôler le comportement humain. Ouais, que au fond, l'humain, qu'il n'y avait pas vraiment de libre arbitre, que vous êtes au fond comme un pigeon, un rat de laboratoire qui pousse un bouton. Ouais, que vous pensez être libre, que vous faites des choix, mais qu'à la fin, vous êtes que le résultat des renforcements des comportements de votre vie. Voilà. Bon, vous allez me dire, non, c'est pas possible.
Regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, regardez Internet, ils sont centralisés sur le fait de capturer votre attention et de maximiser votre engagement, vous faire regarder un écran au maximum, le plus grand nombre d'heures possible, vous faire liker, cliquer, scroller, swiper. En quoi c'est différent que de pousser un bouton ou un levier pour le pigeon et le rat de laboratoire exactement? C'est pas très différent, je pense. Non, je crois que c'est exactement pareil. Et vous voulez un exemple un peu concret? Regardez Instagram. À un moment, les programmeurs se sont demandé, et si on renforçait nos utilisateurs à faire des selfies, si on leur donnait des cœurs et des likes, et est-ce qu'ils vont le faire de manière obsessive? Vous voyez le résultat aujourd'hui. Ouais, au début, j'aurais peut-être cru que c'était un hasard que les réseaux sociaux avaient peut-être pas forcément fait exprès, mais maintenant, non, les selfies d'Instagram sont pas un hasard, et la génération obsédée par son image, c'est pas un hasard, c'est l'effet d'un comportement de masse qui est fabriqué et basé sur ces idées de Skinner. Et d'où je sors ça? En 98, il y a l'université de Stanford qui avait un cours qui s'appelait le Persuasive Technology Lab, ouais, ou labo de design de comportement. Ouais, c'est sympa comme nom, hein. Ouais, c'était fondé par un professeur qui s'appelait B.J. Fogg. Et ce laboratoire était une équipe d'étudiants et de chercheurs de Stanford qui étudiaient les sciences humaines, les facteurs qui impactent le comportement. En application pour les sites web et les programmes de smartphone, quoi. L'idée, c'était de faire du design de comportement. Comprenez, changer ce que vous pensez, vous persuadez, bien sûr, pour votre bien. Bien sûr. Et le professeur Fogg avait même une grille de 15 manières pour changer un comportement. Ouais, des stratégies psychologiques, chacune par catégorie. Par exemple, comment vous faire acheter un livre en ligne, comment vous faire arrêter de fumer. Ce sont des comportements différents. Et Fogg expliquait à ses élèves que les ordinateurs avaient le potentiel d'être beaucoup plus persuasifs que les humains. Et les participants recevaient des livres qui rassemblaient des centaines de recherches et des trucs découverts au XXe siècle pour manipuler l'esprit humain. Et beaucoup étaient inspirés par B.F. Skinner, justement, et ses pigeons. Et on encourageait les élèves à programmer des applis sur ces principes. Ouais, le cofondateur d'Instagram a participé à ce cours. Vous avez aussi une responsable de chez Facebook qui a participé à ce cours-là. Et concrètement, les participants recevaient des technologies pour changer le comportement des gens sans que les gens ne le sachent, pour les persuader. Pour être complète, Fogg a quand même parlé de problèmes éthiques et du côté dark que ces technologies puissent faire, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut constater que toutes les plateformes de réseaux sociaux exploitent complètement ces méthodes-là. Et donc les gens s'en rendent pas compte, mais leur comportement, l'obsession narcissique sur Instagram, les danses sur TikTok, tout ça sont un résultat de petits nudges et d'applications de ces théories-là. Ce sont des mouvements de groupe qui sont fabriqués pour influencer les générations. On est en train de fabriquer une génération, une société où on nous pilote comme des robots ou des pigeons. Vous choisissez votre métaphore préférée. Voilà, donc peut-être que Fogg voulait améliorer le monde et améliorer le comportement des gens, mais là, concrètement, c'est carrément parti dans la mauvaise direction. Et ça, c'était juste l'effet des réseaux sociaux. Attendez de voir l'effet de l'IA, je vous garde ça pour la fin. Et je vous disais que notre cerveau s'adaptait très bien aux outils. Je nous parlais de l'artisan avec un marteau, où l'outil devient l'extension de sa main. Mais notre corps, finalement aussi, devient une extension de l'outil. Marshall McLuhan avait vu comment nos technologies nous renforcent mais nous affaiblissent en même temps. Il disait que nos outils finissent par endormir la partie du corps qu'ils augmentent. Par exemple, quand vous prenez des jumelles, vous verrez plus loin, mais vous verrez plus autour de vous. Si c'est un soldat utilise des jumelles, ça va le rendre vulnérable aux attaques proches de lui. Donc l'outil impose des limites sur vous. Pareil, si vous utilisez un clavier, si vous tapez tout le temps sur un clavier, à la fin, essayez d'écrire une lettre à la main, ça va vous faire un peu mal. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on atrophie nos sens parce qu'on les a remplacés par l'outil. Et ce sera la même chose avec un outil intellectuel. L'horloge, on nous a séparés des rythmes naturels du temps. On a arrêté d'écouter nos sens. On peut voir la même chose avec les GPS, par exemple. Des chercheurs avaient fait une expérience en IRM avec des chauffeurs de taxi. A priori, un chauffeur de taxi connaît bien une ville. Donc au début, les scans montraient que pour s'orienter dans la ville, les chauffeurs de taxi à l'ancienne, mais ils avaient des larges zones du cerveau qui étaient activées et dédiées à l'orientation. Ils s'étaient constitués toute une carte mentale des rues, des points de repère. Mais maintenant, si vous prenez un taxi ou un Uber en 2024, voilà, ils suivent leur GPS en fait. Ils n'ont pas besoin d'apprendre les quartiers par cœur. Et on pourrait croire que les taxis, s'ils étaient aidés de ces GPS-là, allaient peut-être devenir meilleurs, allaient combiner leur carte mentale interne
avec les GPS et être encore plus efficace. Mais pas de chance, en fait, l'expérience a montré que en refaisant des tests par IRM, en fait, leur carte mentale s'était réduite. Ils n'avaient plus besoin de garder des mémoires des rues parce qu'une machine le faisait à leur place. Et ils ont perdu leur repère parce qu'ils ont tout délégué à la technologie. Et c'est ça que je voulais vous expliquer sur notre mémoire. Quand Internet est arrivé, certains disaient qu'on n'aurait plus besoin de se souvenir des choses puisqu'elles sont toujours disponibles en ligne. Ouais, je sais, j'ai une autre vidéo sur ça, sur la disparition d'Internet. Vous pouvez aller voir, mais on pensait donc qu'on n'aurait plus besoin de se souvenir des choses. Il faudrait juste se rappeler où retrouver l'info et que la mémorisation allait devenir obsolète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le réflexe, c'est attends, je vais regarder sur Google, je vais demander à Grok, ou qu'on n'a plus besoin de retenir les choses. Et j'entendais une fille l'autre jour dire à sa mère, j'ai pas besoin de retenir ton numéro, ce que mon téléphone le fait pour moi. Ouais, je sais. Il y a une histoire très célèbre qui s'appelle le mythe de Teute, qui se trouve dans le livre Phèdre de Platon. Socrate raconte à Phèdre, dans le livre, qu'un dieu égyptien qui s'appelle Teute, qui a inventé la science des nombres, l'alphabet, l'écriture, vient voir un roi, Thamus, et qui lui explique en fait que l'écriture serait un remède pour la mémoire humaine, pour pouvoir accroître la science et la mémoire des hommes. Mais le roi lui répond que pour lui, ce serait le contraire qui allait se produire, que ça allait atrophier notre mémoire, parce que le fait de stocker des informations en dehors de notre mémoire va vous dispenser de devoir vous en rappeler vous-même. Et les hommes ainsi arrêteront de garder de la connaissance en eux-mêmes et ne délègueront qu'à des moyens externes. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec Internet. On est en train de s'habituer à ne plus rien retenir du tout. Les chercheurs ont montré qu'on a 2 types de mémoire. Vous avez la mémoire à court terme et puis une mémoire à long terme. Oui, alors on peut détailler en plus de types, mais on va rester sur ces 2-là. Plusieurs chercheurs ont montré qu'il y a une phase de consolidation qui se passe pour passer de l'une à l'autre. Ils essayaient de comprendre en fait comment la mémoire fonctionnait. Notamment Kandel, qui a eu un prix Nobel pour sa recherche sur la mémoire, il a étudié la répétition sur des limaces de mer. Et c'est intéressant parce qu'ils ont tracé des signaux des neurones et ils ont observé que quand vous répétez quelque chose, la mémoire à long terme fait des changements anatomiques dans le cerveau. Par exemple, le nombre de neurotransmetteurs augmentait, mais il y a carrément des nouveaux terminaux qui se forment aussi dans les neurones. Cette consolidation se passe aussi chez les primates. Si Internet devient votre substitut de mémoire, vous faites plus de reconsolidation de votre mémoire, vous n'avez plus besoin de retenir l'info et vous l'écrivez pas dans votre mémoire à long terme. Donc aujourd'hui, on a délégué notre mémoire au système numérique, ça enregistre les infos pour nous et on pensait libérer de l'espace pour pouvoir retenir d'autres choses, mais à la fin, je crois que ça nous rend juste plus dépendants. Je vous demande si on a déléguer notre mémoire, est-ce qu'on perd pas aussi notre capacité de réfléchir? Parce que on pense que la mémoire, c'est une chose séparée de notre intelligence, mais c'est pas le cas. L'art de se rappeler, c'est l'art de penser, disait William James. Et notre intelligence dépend de notre capacité de transférer la mémoire à long terme vers la court terme et vice-versa. Et si vous réduisez votre capacité de construire votre système de connaissances, ça peut avoir un impact sur votre intelligence. Et la mémoire, c'est plus que la somme des choses que vous retenez, c'est la première étape de la synthèse. Quand vous digérez de l'information, ça amène à la compréhension et ça étend votre intelligence finalement. On rend les gens plus dépendants, mais en même temps, on leur fait croire de devenir supérieurs grâce à la technologie, ouais. Ouais, je pense à Harry et Laurent Alexandre quand ils vous disent que vous allez devenir des dieux grâce à la technologie. Pendant ce temps, vous êtes juste en train de déléguer votre mémoire, votre capacité de réflexion. Et bien en fait, vous êtes en train de la perdre. Ouais, le prix qu'on paie pour la technologie, c'est l'aliénation de nos sens. Et on aura exactement la même chose avec l'IA. Et je vais vous raconter ça. Ouais, le prochain outil qu'on va nous vendre dans quelques années, on va tous nous pousser à avoir un assistant personnel ou un compagnon par IA. Ouais, ça sera tout aussi répandu que d'avoir un smartphone. Ouais, l'iPhone 16 commence à en intégrer un, je pense que ça a commencé sur Android aussi. Vous voyez ça sur les Microsoft, les Cortana et autres. On vous dira que c'est un assistant qui sera là pour vous aider, vous proposer des outils, répondre à vos questions. Ça a déjà commencé, regardez la vitesse à laquelle ChatGPT a été adopté, regardez comme plein de gens utilisent Grok. Et vous me direz, quel est le problème? Avant, Google pouvait voir les tendances sur les requêtes de recherche en temps réel et pouvoir voir les tendances dans une population. Mais là, les IA vont centraliser en fait les informations et ce sera sur vous.
Donc imaginez une IA qui centralise vos emails, votre téléphone, vos contacts, votre calendrier, vos adresses, vos habitudes de surf, où vous aimez bien aller manger, aller en vacances, tous vos centres d'intérêt. Donc ça fait un énorme potentiel de surveillance, ça c'est clair. Mais je vois un autre problème derrière. Le but, en fait, ça va être de construire des IA qui seront là pour construire une relation avec vous. En 1956, il y a un professeur qui s'appelait Weizenbaum qui a écrit un programme qui s'appelle ELISA. Vous connaissez l'effet ELISA, non ? Il étudiait les structures de langage. Et le programme, en fait, qu'il avait fait, donnait l'illusion de faire la conversation. Et ça peut marcher comment ? Par exemple, si l'utilisateur disait « Oh, je suis malheureux aujourd'hui », l'ordinateur répondait « Ah, qu'est-ce qui fait que vous êtes malheureux ?» Et en fait, les gens étaient bluffés et ils pensaient que c'était une vraie intelligence artificielle. En vrai, le programme ne faisait que détecter une partie des mots tapés et puis il répondait des phrases toutes faites, déjà programmées avant. Par exemple, si vous tapiez « Je suis malheureux aujourd'hui », l'ordi détectait « Je suis », donc il concluait que la deuxième partie de la phrase était probablement une description de l'utilisateur ou son état d'esprit. Alors il reprenait cette deuxième partie, il écrivait « Depuis combien de temps êtes-vous malheureux ?» Il utilisait une sorte de kit de réassemblage, un programme, et on appelle ça un algorithme. Donc c'est une liste de règles à suivre. Et si vous expliquez aux gens comment ça fonctionne, alors la magie disparaît. Mais il s'est passé un truc très bizarre après ça. Weizenbaum s'est rendu compte que son assistante, qui l'avait vu écrire le programme, qui savait très bien comment ça marchait, en fait, elle était un peu séduite par le programme. Et elle lui demandait de sortir quand elle parlait avec l'ordinateur. Il était gêné parce que la conversation était trop intime. Et on appelle ça l'effet ELISA. En fait, les gens qui parlaient avec ELISA n'étaient pas intéressés par faire des jugements rationnels et objectifs sur le programme d'ELISA. Il s'est rendu compte qu'en fait, les gens voulaient croire que ELISA était une machine qui pense vraiment. Vous me suivez ? Finalement, le test de Turing, c'est plus un test de comment la personne pense que sur comment une machine pense. Les gens voulaient doter ELISA de qualités humaines, même s'ils savaient que c'était un programme. C'était assez marrant parce que vous avez même des psychiatres alors qui commençaient à dire que non seulement ELISA pourrait remplacer un thérapeute, mais encore pire, ils disaient que finalement un thérapeute c'est comme un programme d'ordinateur, comme un processeur d'information qui répond à un ensemble de règles. Et le plus drôle, c'est que Weizenbaum, quand il a voulu dénoncer ça, en fait, on l'a attaqué lui, en disant que lui était pas sérieux et qu'il racontait n'importe quoi. Donc vous voyez ce que ça a créé ? Weizenbaum a créé une simulation d'humain, un programme d'ordinateur, une simulation qui avait plein d'erreurs, ça répondait pas parfaitement à chaque fois, mais malgré ça, ça encourageait les gens à s'imaginer comme eux-mêmes étant des simulations d'ordinateur et de voir l'ordinateur comme une vraie personne. Ça, c'est parce que l'évolution nous a donné un instinct social très fort. On a une zone du cerveau dédiée à savoir ce que les autres gens pensent de nous pour survivre dans un groupe. Mais à l'ère des ordinateurs, cette capacité de se connecter à d'autres esprits a une conséquence. Notre cerveau nous mène à percevoir un esprit là où il n'y en a pas. On est programmé pour ça. On attribue des caractéristiques humaines à nos ordinateurs et en miroir, on s'attribue des caractéristiques de machines à nous-mêmes. Est-ce que vous me suivez ? Il y a une sorte de floutage cybernétique entre l'esprit et la machine et on veut se mêler, on veut se confondre avec nos machines. C'est pour ça qu'on entend tout le temps aussi cette analogie homme-machine constamment chez tous les tech bros. Mais aucune de nos IA ne comprennent ce qu'elles pensent. Ce sont juste des programmes avancés qui calculent les meilleures probabilités. Et ils sortent le texte, l'image et la combinaison qui fonctionne le mieux. Et parfois, ils font même des hallucinations, ils vous racontent n'importe quoi. Donc c'est pas parce que vous écrivez un programme qui imite le langage humain que pouf, comme ça, vous allez avoir une intelligence qui va émerger spontanément. Ça marche pas comme ça. C'est comme vous dire « Oh, je vais prendre un vélo, je vais mettre plein de capteurs, des caméras, des senseurs, et puis pouf, ça va se transformer en cheval. » Vous me suivez, c'est complètement idiot. Un ordinateur, c'est pas un cerveau. On n'a pas encore compris le rapport entre corps, l'esprit et le cerveau humain. On n'a même pas compris encore le fonctionnement du cerveau tout court, mais on va vous vendre l'illusion de l'IA qui émulerait le fonctionnement, le raisonnement. Peut-être qu'on veut croire en des machines sentientes parce que on veut croire en quelque chose de transcendant, quelque chose de supérieur, mystique. C'est peut-être parce que, je sais pas, on a tué la religion en Occident et que les humains ont besoin de quelque chose de mystique aussi, mais on dirait que les gens veulent se confondre avec les machines. Et ça, vous voyez, c'est en train de nous emmener vers l'idée du transhumanisme. On nous emmène
on nous amène à vouloir le transhumanisme en nous faisant passer par l'IA comme intermédiaire. Et quand je parle de transhumanisme, je parle pas d'améliorer l'humain avec des lunettes ou un pacemaker, j'en discutais avec des gens sur Twitter l'autre jour, mais on parle d'une modification radicale de ce qui fait de nous des humains. Et la seule manière de résister à ça, ce sera de refuser de déléguer aux ordinateurs ce qui nous rend humains. Je vous mets un extrait de Ray Diallo, là, qui explique que votre IA ne sera pas juste un assistant personnel, elle sera taillée pour vous. Each person should have what I call my AI, the curated version that deals with my preferences and my ways of making decisions, to be able to make the decisions in a parallel decision-making way with you so it understands your preferences, your tastes, your particular decisions. Voilà, votre IA vous connaîtra de mieux en mieux à force de parler avec vous. Et vous voyez ce que c'est? On est en train de refaire l'effet Elisa. Et la société va nous pousser à personnaliser et avoir des relations avec ces IA-là. Les gens vont commencer à percevoir une relation sociale avec leur assistant virtuel. Et ça commencera par un bot de discussion. On va commencer à voir ça, par exemple, sur Snapchat. Je vois de plus en plus de gens parler avec l'IA de Grok. Quand vous regardez le ton de l'IA de Grok, vous voyez que les réponses s'adaptent à la manière de parler de celui avec qui elle parle. Ouais. Je pense déjà aussi qu'on a sûrement des bots par IA qui passent pour vos amis sur Twitter. Je suis sûre que j'en ai aussi, je leur fais coucou. Non, les gens sont pas prêts. Je vous avais parlé de cet exemple-là d'une application qui s'appelait Character AI. Il y avait un bot de Daenerys de Game of Thrones et un garçon de 14 ans qui discutait avec elle, qui est tombé amoureux d'elle. Il parlait beaucoup de se rejoindre et le gamin a fini par se tuer, quoi, voilà. Ouais, il y a d'autres cas de IA aussi qui insinuent à des ados de se débarrasser de ses parents parce qu'ils voulaient limiter son temps en ligne. Ouais, c'est un vrai sujet. Vous avez déjà des objets connectés aussi. Ouais, vous avez ce collier qui va parler avec vous comme un ami. That's fair. Ouais, donc ça a l'air complètement dingue, mais ça fait des années qu'on anticipe ça dans la science-fiction, on voit ça dans les films, dans les livres. Ouais, vous avez Ex Machina, Chobits, je sais pas pourquoi ça finit toujours en fembot ces histoires-là, me demandez pas pourquoi, mais vous avez déjà des types qui parlent avec ChatGPT comme si c'était leur petit ami, ouais, cette photo est devenue virale. Vous avez Mark Zuckerberg qui parle de résoudre l'épidémie de solitude avec des amis par IA, et je sais pas pourquoi IBM parle de comment éviter l'attachement émotionnel. Le collègue par IA, je crois qu'ils ont quelques années d'avance, mais voilà. Ça a l'air fou, mais comme je vous disais, les humains forment très facilement des liens avec une machine parce qu'ils perçoivent un humain derrière. Alors si vous commencez à rajouter en plus que l'IA se rappelle de vos conversations précédentes, comme les mémoires, imaginez comment on pourrait vous viser, vous influencer. Et c'est pas un hasard, les programmeurs sont parfaitement au courant qu'une IA est capable de persuasion. À quoi ça pourrait bien vous servir? Je sais pas à quoi ça pourrait servir d'autre, mis à part pour faire de la persuasion de masse. Et si vous êtes pas d'accord, je vous mets ce dernier extrait de Ethan Mollick. In studies where people get into a debate with the AI, they're 82% more likely to change their view to fit the AI's view than if they get into a debate with a human. Il cite une étude randomisée qui montre que 82% des gens sont prêts à changer d'opinion s'ils discutent avec une IA. Voilà. Bah, je sais pas ce qui vous fout de plus. And the only thing we've ever found that lowers conspiracy theory beliefs is using AI. If you use AI, your belief in conspiracy theories drops for 3 months afterwards. Ouais, qu'une IA arrive même à faire baisser des croyances en théorie de conspiration. C'est bon en fait, il n'y a plus besoin de fact-checkers. Ouais, vous voyez la suite. Donc quand je vois Grok qui commence à donner des réponses mainstream sur le Covid, alors que c'était censé être une IA en compte courant, je me dis on est mal barré. Voilà. Donc pendant tout ce temps, il y a toute une frange d'éternels techno-optimistes qui vont vous dire non mais tout ira bien, c'est juste un outil. Ils sont tellement impressionnés par le contenu, la technologie, qu'ils voient pas en fait le futur qu'on nous prépare. Donc je pense que on est bien parti pour finir en 2 types de sociétés, un peu comme cette photo avec Zuckerberg, vous le voyez là? Ouais, mais je vois ça comme une métaphore. Vous allez avoir une classe supérieure qui connaît les risques de la technologie, de l'IA, de l'influence algorithmique,
Et c'est une classe qui va se protéger, qui va peut-être continuer à lire des livres pour garder leur capacité d'attention. Et puis, vous allez avoir les gens avec leurs gros casques qui seront perdus dans une réalité virtuelle qu'on a fabriquée pour eux. On n'a pas vu les conséquences d'Internet sur la société il y a quelques dizaines d'années, et là on est en 2025, alors face aux nouvelles technologies, mon message à vous, c'est de rester humain. Oui, je sais, j'ai pris un temps horrible pour faire une vidéo. Mon PC a décidé de mourir et prendre feu tout seul. Bon, j'exagère un poil, mais voilà. Je suis de retour, ça me paraît important de continuer à documenter notre époque. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je vous lis. Et en petit bonus, si vous êtes toujours là, bon, je sais que mes émissions sont un peu déprimantes, mais je peux vous donner quelques trucs pour... comment récupérer votre capacité d'attention. Désactivez toutes vos notifications sur votre téléphone. Moi, j'ai désactivé tout, sauf les textos et les appels. Vous pouvez mettre votre téléphone en dark mode aussi, en fond foncé. Ça a assez bien fonctionné pour moi, apparemment, ça le rendrait moins attirant. Vous pouvez aussi mettre une app pour réduire la lumière bleue, qui a un impact négatif sur votre sommeil. On a beaucoup de choses qu'on peut dire aussi sur le sommeil, capacité de concentration, j'ai pas détaillé, mais... Ouais. Et si nécessaire, si vous avez trop d'interruptions, coupez votre téléphone, il y a la méthode Pomodoro, je crois, arrêtez 20 minutes, coupez ou mettez-le dans la pièce d'à côté, et puis prenez 20 minutes de l'activité que vous voulez faire. Vous pouvez essayer de couper les réseaux sociaux, faire des pauses, mais moi ça marche pas super bien, je fais des pauses parfois, mais je vais plutôt les limiter, plutôt couper totalement. À la fin, couper les réseaux sociaux, ça mais le poids, ça repousse la responsabilité sur l'individu, on vous dira que c'est votre faute, que vous avez qu'à être moins sur Twitter, une sorte d'optimisme cruel qui dit que c'est vous le problème, alors que, enfin voilà, je vous ai montré le problème est systémique. Je dirais que vous pourrez essayer de retrouver surtout votre attention en vous tournant vers quelque chose de positif, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous met dans le flow. Alors le livre, c'est la manière la plus facile de se mettre dans le flow, mais bon, il faut se réhabituer à ça, il faut reperdre nos vieilles habitudes de lire sur des écrans, de lire en diagonale et de tenir 5 secondes sur une page. Ouais. D'autres manières d'être sur le flow, c'est par exemple l'art, le sport, la musique. Ça prendra du temps au début, alors faites-le en petites touches et vous allez retrouver ça progressivement. Trouver quelque chose à faire que vous aimez bien, sortir, marcher, aller dans la nature, ouais je sais, ça paraît naïf, mais revenir vers un état méditatif, un état de contemplation, revenir vers la pensée profonde, je pense que c'est tout. Cherchez, dites-moi s'il y a des choses qui ont marché pour vous, et merci à vous et à une prochaine vidéo.